Ainsi, il est l'heure. J'invite Madame Lisanne Chauvette de la MRC de Drummond à bien prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre à cette présentation pour ce grand projet de plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de Drummond. Donc oui, je me nomme Lisanne Chauvette, je suis coordonnatrice à la gestion des cours d'eau à la MRC de Drummond. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Audriane Jacob. Audriane, je peux peut-être te laisser te présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je suis Audrey-Anne Jacob, aménagiste et urbaniste à la MRC de Drummond. Puis, je travaille avec Lisanne dans le cadre du plan. Donc, aujourd'hui, comme on l'a mentionné, on va vous dévoiler le portrait du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Puis, le portrait se décline en 3 grands volets, comme vous allez le constater, le contexte régional, le contexte environnemental et le contexte d'aménagement. Donc, la présentation va durer plus ou moins 1 heure avec une période de questions de 30 minutes. Vous pouvez aussi aller consulter le site web patrimoinenaturel.ca pour la suite des choses. La MRC a mandaté le Conseil régional de l'environnement Centre du Québec pour l'aider en fait dans l'élaboration de son plan régional. Dans cette grande démarche-là, on a profité de l'expérience, de la grande expérience du CREC pour ce faire. Puis cette démarche-là s'est faite de façon conjointe aussi avec les 3 autres MRC en fait du Centre du Québec, MRC d'Arthabasca, Nicolet-Yamaska et l'Érable pour qu'il y ait une cohérence dans les plans. Donc, je vais laisser la parole à Andréane Blais, directrice générale du CREC et son équipe là, qui va vous faire la présentation. Donc, Andréane, je te cède la parole. Merci beaucoup, Lisanne. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le portrait de la MRC de Drummond. Si vous étiez présent là, pour un portrait d'une autre MRC, bien, on vous invite à utiliser le même lien que vous avez présentement et venir nous rejoindre aux heures là, qui sont indiquées à l'écran. Donc, tout d'abord, on vous invite à écouter avec nous notre première capsule de présentation qui résume bien les PRMHH. En 2017, le gouvernement du Québec a Pardon, on a eu un petit problème. En 2017, le gouvernement du Québec a confié au MRC l'obligation de produire des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Ces plans régionaux n'ont pas pour objectif de remplacer les lois ou les règlements comme la loi sur la qualité de l'environnement, mais plutôt pour assurer une certaine conciliation entre les objectifs de conservation et ceux du développement. Il y a 4 MRC au centre du Québec qui ont décidé de se regrouper. Cette collaboration nous permet de créer une dynamique régionale, de contribuer à la dynamique régionale pour définir des objectifs communs et éventuellement aller en action, définir des actions qui pourront être bénéfiques pour les 4 MRC. Alors, la démarche de réalisation du plan a débuté en juin 2019 et elle va se terminer en septembre 2021. Il y a 4 étapes, en fait, peut-être plus que 4, mais des étapes importantes. On peut dénoter dans la réalisation du plan un portrait, ensuite un diagnostic et des enjeux. Par la suite, bien, il y aura une vision avec des orientations qui vont être définies, on espère de manière commune, pour éventuellement terminer avec un plan d'action. Alors, il y a 3 principes obligatoires dans le plan. Il y a premièrement aucune perte nette. On ne peut pas en perdre à l'échéance du plan, ça prend la même quantité. Il y a la gestion de l'eau par bassin versant qui doit être prise en compte, ainsi que les changements climatiques.
Donc, quand le plan va être terminé, suite à son adoption, il va ensuite être intégré dans un règlement de contrôle intérimaire que les MRC vont adopter. Et il faudra assurer la compatibilité de notre plan avec le contenu des schémas d'aménagement des différentes MRC. Tournés vers l'avenir, les MRC ont décidé d'entreprendre une démarche globale qui intègre tous les milieux naturels, donc les friches, les forêts, les milieux humides, les milieux hydriques, ainsi que le concept de la connectivité. Nos milieux humides couvrent 12 % de notre territoire, caractérisés par les grandes tourbières à l'est, ainsi que par les milieux humides riverains au lac Saint-Pierre. Nos milieux hydriques serpentent le territoire sur 12 500 km et les principaux bassins versants sont la Saint-François, la Nicolet, la Yamaska, ainsi que la Bécancour. Les milieux boisés couvrent près de 50 % de notre territoire. Ils sont composés principalement de forêts feuillues et mixtes. Il est maintenant prioritaire d'assurer l'équilibre fragile entre la conservation et le développement, et ce, afin d'assurer une qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site patrimoinenaturel.ca. En 2000... Donc, comme vous avez pu voir dans la capsule vidéo, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, ce qu'on peut nommer PRMHH, est une obligation en vertu de la loi sur l'eau, soit les articles 15 à 15.7. Les MRC de la région doivent identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt écologique, ceux qui vont mériter un encadrement des activités et ceux qui mériteraient une restauration ou certains territoires où la création de milieux humides et hydriques serait possible. Pour ce faire, les 4 MRC, la MRC de l'érable, d'Arthabasca, de Drummond et de Nicolet-Yamaska, se sont joints pour une démarche collective afin d'assurer des objectifs communs à l'échelle du centre du Québec. Ces 4 MRC ont mandaté le Conseil régional de l'environnement du centre du Québec pour réaliser les différentes étapes du plan régional des milieux humides et hydriques. En plus de contenir les milieux humides et les milieux hydriques, les MRC ont aussi inclus les forêts, la connectivité et les friches. Nous vous invitons à visiter le patrimoinenaturel.ca pour de plus amples informations. L'ensemble de la démarche comporte 6 grandes étapes: l'amorce, le portrait, le diagnostic, les engagements de conservation, le plan d'action et le dépôt du plan régional au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en septembre 2021. Nous en sommes présentement à déposer le portrait au niveau du public. Différentes consultations et webinaires sont prévus durant la démarche. En juin dernier, nous avons présenté l'amorce. Nous en sommes maintenant à présenter le portrait et nous invitons à mettre à vos agendas le 15 mars, nous présenterons le diagnostic. Le 15 mai, les engagements de conservation des MRC. Au mois de juin, il va y avoir une grande consultation sur le plan d'action et le 15 octobre, nous présenterons l'ensemble du plan. De plus, nous vous invitons à vous inscrire à l'infolette disponible sur patrimoinenaturel.ca afin de recevoir mensuellement l'avancement de la démarche. Nous allons maintenant vous présenter le contexte du centre du Québec. Donc, le portrait est composé de 4 documents principaux, soit le contexte du centre du Québec, le contexte environnemental, le contexte d'aménagement et l'atlas cartographique. L'ensemble de ces documents sont maintenant disponibles sur le site patrimoinenaturel.ca. Au centre du Québec, la région est séparée par 2 contextes géologiques. En bleu, vous retrouvez les basses terres du Saint-Laurent, soit un paysage relativement plat où anciennement la mer de Champlain a permis la création de plusieurs milieux humides, dont nos grandes tourbières. Par la suite, la région est aussi couverte par les Appalaches, un paysage plus vallonneux où les milieux humides sont plus isolés et plus petits. Le centre du Québec est couvert par 79 municipalités et une Première Nation Abénaki retrouvée dans le secteur d'Odanak et de Wolinak. La population est de 247 333, soit 2,9 % du Québec. 5 grandes MRC couvrent l'ensemble du territoire, soit la MRC de Nicolet-Yamaska, Drummond, Arthabasca, Érable et Bécancour.
Le nombre d'habitants par municipalité dans les 6 principales municipalités des 4 MRC concernées par le PRMHH. Nous pouvons voir Victoriaville avec 47 516, Drummondville avec 78 345, Princeville avec 6 230, Plessisville-Ville avec 6 583 et Nicolet avec 8 454. Vous découvrirez à travers cette présentation de nombreuses photos provenant du territoire centricois. Vous serez à même de constater tout le patrimoine naturel qui habite notre merveilleuse région. Nous remercions d'ailleurs les MRC qui ont offert en gracieuseté ces photos. Au niveau de l'utilisation du sol au centre du Québec, le centre du Québec est majoritairement recouvert de milieux boisés à 46 % et de milieux agricoles à 38 %. Par la suite, nous avons aussi les milieux humides à 12 % du territoire et les cours d'eau et les lacs, soit les eaux profondes, à 4 % du territoire. Les friches couvrent 3 %. Les milieux anthropiques, soit les villes, couvrent 4 % et les routes et leur emprise, 1,3 % du territoire. En ce qui concerne les milieux humides, nous avons 4 grandes catégories de milieux humides, soit les tourbières, les marécages, les marais et les étangs. Chacune de ces catégories se définit par des caractéristiques propres. Pour les tourbières, il faut avoir un 30 cm et plus de matière organique. Pour les marécages, nous devons avoir un site avec 25 % et plus d'arbres de plus de 4 mètres. Retrouver certaines caractéristiques au niveau des sols. Au niveau des marais, nous avons une eau de surface recouverte par des plantes aquatiques et les étangs, nous avons une étendue d'eau qui peut être permanente et temporaire. Vous avez présentement la répartition des milieux humides sur le territoire du centre du Québec, selon les différentes typologies, donc les différentes classes de milieux humides. On constate ici que les tourbières boisées, soit en vert, sont les plus réparties sur le territoire, ainsi que les marécages en orange. On peut distinguer clairement la différence des types de milieux humides entre les basses-terres et les Appalaches par la ligne noire que vous voyez à l'écran. Ici, on peut voir la magnifique tourbière de Villeroy. La proportion de milieux humides par MRC, donc dans Arthabasca, 9 %, Drummond, 8 %, l'Érable, 19 % et Nicolet-Yamaska à 12 %. Nicolet-Yamaska comprend les grands milieux humides du lac Saint-Pierre. Maintenant, au niveau des cours d'eau, notre territoire est parcouru par des lacs, notamment le lac William, le lac Nicolet, le lac Joseph, les Trois Lacs et de nombreux autres petits lacs. Nous avons aussi la grande diversité du lac Saint-Pierre et de nombreux cours d'eau urbains, agricoles et naturels. Tous ces cours d'eau, ces lacs, se déversent dans ce qu'on appelle un bassin versant. Donc, c'est la portion de territoire qui est drainée par un cours d'eau principal et ses tributaires, lesquels s'écoulent et convergent vers un même point de sortie appelé exutoire. Au centre du Québec, nous avons plusieurs grands bassins versants. Nous avons la Yamaska, qui est conjointe avec la Montérégie au sud. Nous avons le grand bassin de la rivière Saint-François qui se rend jusqu'aux États-Unis avec le lac Champlain. Nous avons aussi le bassin de la Nicolet en mauve, le bassin de la Bécancour qui va aussi rejoindre Chaudière-Appalaches et de nombreux autres plus petits bassins versants. La merveilleuse rivière Saint-François dans la MRC de Drummond. Maintenant, la longueur de milieux humides par MRC. Donc, on peut constater ici que la MRC de Drummond est celle qui a le plus grand nombre de cours d'eau linéaires avec 3038 km, suivie par la MRC d'Arthabasca, de l'Érable et de Nicolet-Yamaska. Au niveau de nos milieux forestiers, nous avons des forêts humides, nous avons des forêts feuillues, résineux et mixtes. Les forêts couvrent 46 % de notre territoire. Ces forêts sont plutôt mixtes, de forêts jeunes et majoritairement fragmentées par l'usage du territoire. Nous avons ici la répartition en vert des différents types de peuplement forestier. Plusieurs de ces milieux
soit 20 des milieux humides sont forestiers. Donc, 20 de nos milieux humides sont forestiers, soit par les marécages et les tourbières boisées. Ici, vous avez la proportion de forêt par MRC. La MRC de l'érable avec 60 domine sur son territoire, suivie par la MRC d'Arthabasca, de Drummond et de Nicolet-Yamaska. Maintenant, au niveau des friches. Les friches sont des habitats que les scientifiques commencent de plus en plus à prendre en compte dû à la baisse drastique des oiseaux champêtres au niveau mondial. Donc, cette catégorie d'oiseaux est la plus en déclin au niveau mondial et ces oiseaux utilisent majoritairement les friches agricoles pour se reproduire. Nous avons ici la répartition des friches sur le territoire, soit 3 de notre territoire est en friche. La MRC d'Arthabasca et de Drummond ont la plus grande proportion de friches avec 3,1 %, l'érable 2,8 % et Nicolet-Yamaska avec 2,7 %. Finalement, comme Marjorie l'a mentionné dans la capsule vidéo, nous considérons aussi le concept de connectivité des milieux naturels. Si nous souhaitons que nos milieux naturels soient fonctionnels, notamment dans un cadre de changement climatique, nous devons offrir à la faune des couloirs de migration et de déplacement. Ici, on peut voir, c'est une photo dans la MRC d'Arthabasca qui symbolise bien clairement ces grands couloirs de connectivité. Donc, si vous avez la carte réseau des corridors de connectivité qui a été produite et en concertation avec l'ensemble des acteurs validés, nous avons autant des couloirs aquatiques pour la loutre, le vison et de nombreuses autres espèces ichthyologiques, donc des espèces de poissons, et les grands couloirs terrestres pour le déplacement de la grande faune. Je passe maintenant la parole à Marjorie Lagueux, qui vous présentera le contexte environnemental. Donc, bonjour à tous. En fait, le contexte environnemental va débuter avec la présentation des milieux humides. Donc, sur la carte, on peut voir en fait l'étendue des milieux humides sur le territoire. Il y a 8 % du territoire qui est composé de milieux humides, dont 20 % sont des forêts, donc les marécages ainsi que les tourbières boisées. C'est important aussi de mentionner que 90 % des milieux humides se situent dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, on peut voir ici que ce sont les marécages ainsi que les tourbières boisées qui dominent le territoire. Par la suite, au niveau de la proportion des milieux humides par municipalité, ce sont à Lefebvre, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Lucien et Durham-Sud, où il y en a le plus. Selon la littérature aussi, on mentionne qu'un territoire devrait avoir entre 6 et 12 % de milieux humides, 6 % étant le seuil critique et 12 % étant le seuil idéal. Donc, dans la MRC de Drummond, on a 7 municipalités où le seuil est inférieur au seuil critique de 6 %. Donc, au niveau des perturbations, celles-ci ont été évaluées de façon géomatique avec les données disponibles, mais aussi avec les consultations des acteurs régionaux. Donc, au niveau des transports liés au chemin des véhicules hors route, il y aurait environ 65 hectares de milieux humides, perturbés. Ensuite, au niveau des chemins, des ornières et des drainages forestiers qui sont gérés sans précaution, il peut y avoir des milieux humides qui seraient perturbés. Les sablières aussi qui empiètent sur les milieux humides, donc environ 87 hectares seraient concernés et le développement de l'urbanisation et du développement agricole en serait en cause. Au niveau du schéma d'aménagement et de développement révisé, ainsi que la réglementation, on retrouve dans le schéma des dispositions relatives à la protection des milieux humides et hydriques, dont l'interdiction de construction ou de travaux dans un milieu humide ou hydrique d'intérêt régional. La MRC offre certaines possibilités, par contre, aux municipalités selon leur règlement et le règlement des plans d'aménagement d'ensemble. Toutefois, si une municipalité n'a pas ce type de règlement, elle peut demander à la MRC de modifier son schéma. Donc maintenant, au niveau des milieux hydriques.
Donc, sur la carte ici, on peut voir 3 bassins versants principaux, soit la Yamaska, la Saint-François, ainsi que la Nicolet. Au niveau de la MRC, il y aura environ 3000 km de cours d'eau. Donc ici, sur la carte, j'ai indiqué la rivière Saint-Germain, où la qualité de l'eau est considérée comme étant douteuse. Donc ici, en ce qui concerne les contraintes naturelles, tout d'abord, sur la carte, on peut voir les périmètres urbains qui sont indiqués avec une ligne rouge, puis aussi des zones inondables. Donc, les zones inondables, en fait, on peut voir les récurrences 0-20 ans, ce qui représente une chance sur 20 qu'une inondation se produise dans l'année, et une zone 20-100 ans qui représente une chance sur 100 ans qu'une inondation se produise. Donc, on peut en voir dans la section, en fait, de la tête du canard et du bec du canard. Au niveau des embâcles de glace, il y en a sur les rivières Nicolet, Alverton, Aux-Vaches et Saint-François. Et les zones de mouvement de terrain se situent principalement à Drummondville, L'Avenir, Saint-Bonaventure, Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Saint-Guillaume et Saint-Piguire. Donc, en fait, ces zones ont été considérées parce qu'il s'agit de milieux instables où la sécurité publique est en cause. Donc, ça nous a amené à évaluer la proportion de l'occupation du sol dans les zones inondables. Donc, on peut voir ici sur le diagramme que le milieu anthropique, donc tout ce qui est bâti, représente 8 %. Par contre, les proportions les plus présentes dans les zones inondables sont le milieu agricole avec 36 %, ainsi que les milieux humides à 29 %. Donc, pour les perturbations, encore une fois, provenant des analyses géomatiques et les consultations avec les acteurs régionaux. Donc, en milieu forestier, on note les traverses à gué, les ornières et le drainage qui perturbent nos milieux hydriques. Ensuite, en milieu agricole, il y a le drainage, le ruissellement de surface ainsi que la pollution diffuse. Toutefois, afin de contrer ces problématiques, il y a de nombreux diagnostics d'érosion qui ont été réalisés sur le territoire de la MRC. Ensuite, en milieu urbain, la problématique majeure est le taux d'imperméabilisation des surfaces qui seraient connectées à un réseau de drainage pluvial. Donc, pour les cours d'eau rectifiés, donc on peut voir l'état initial du cours d'eau sur la photo en haut à gauche et en bas, la photo en fait d'un cours d'eau qui a été rectifié par l'humain. Donc, sur la carte en mauve, vous allez pouvoir voir les cours d'eau qui ont été identifiés comme étant rectifiés, qui a été en fait identifié par une analyse de photos aériennes. Donc, il y aurait environ 70 % des cours d'eau de la MRC là, qui seraient rectifiés. Donc, ensuite, la MRC peut réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal du cours d'eau. Et dans la MRC de Drummond, les entretiens qui sont récurrents se font à Saint-Bonaventure au niveau de la rivière aux Vaches, à Saint-Guillaume au niveau de la rivière David, ainsi qu'à Saint-Majorique au niveau du cours d'eau Pierre-Février. Donc ici, vous voyez des bassins versants qui ont été ciblés en raison de leurs problématiques plus importantes. Donc tout d'abord, on voit ici que le bassin versant de la rivière aux Vaches a la présence de matière en suspension. Il y a aussi des problématiques d'érosion, aussi des bandes riveraines qui sont absentes ou déficientes, ainsi qu'une forte présence du roseau commun. Par la suite, au niveau du bassin versant David, il y a une présence d'engrais, soit d'azote et de phosphore, dans le bassin versant. Il y a aussi des embâcles occasionnels en raison des débris ligneux, des variations importantes des niveaux des eaux, aussi des bandes riveraines absentes ou déficientes, ainsi qu'une forte présence, encore une fois, du roseau commun. Par la suite, au niveau du bassin versant des Sceaux, il y a une présence d'engrais, encore une fois, des présences de coliformes fécaux, des problématiques au niveau de l'érosion, les bandes riveraines sont absentes ou déficientes et, encore une fois, la présence du roseau commun. Par la suite, au niveau de la Saint-Germain, beaucoup d'engrais, de coliformes fécaux, des problématiques d'érosion et aussi une problématique d'ensemblement des tributaires, des problématiques au niveau des bandes riveraines, des inondations et, encore une fois, du roseau commun.
Donc, au niveau du schéma d'aménagement, il y a le règlement sur le libre écoulement des eaux. Donc, dans le schéma, il est aussi indiqué que les rives et le littoral de l'ensemble des lacs et des cours d'eau représentent des milieux écologiquement sensibles. Les municipalités doivent donc porter une attention particulière à la protection des rives et du littoral, des lacs et cours d'eau de son territoire via les dispositions aux documents complémentaires. Donc, maintenant, au niveau des milieux boisés, on peut voir sur la carte les types de couverts forestiers. Donc, 43% du territoire est forestier, dont 7% sont des forêts humides, donc marécages et tourbières boisées. Donc, on peut voir ici sur le tableau que ce sont les feuillus ainsi que les peuplements mixtes qui dominent. Et on voit encore une fois le 7% de tourbières boisées et de marécages. Donc, ici sur la carte, on voit la proportion de forêts par municipalité. En fait, au niveau de la littérature, on indique qu'un territoire devrait avoir une proportion entre 30 et 50% de couverts forestiers, 30% étant le seuil critique et 50% le seuil idéal. Donc, dans la MRC de Drummond, seulement 5 municipalités ont un seuil inférieur à 30%. Donc, sur la carte, on peut voir des points et des polygones, en fait, qui représentent des éléments d'intérêt forestier. Donc, ces éléments d'intérêt forestier se composent de forêts rares et de forêts refuges, dont des érablières rouges sur tourbe, des érablières argentées, une chênaie rouge aérable à sucre, groupement aérable à giguère et cerisier tardif, ainsi que des érablières à tilleuls. Donc, on peut voir aussi au niveau des forêts matures que ce sont les feuillus donc de la classe d'âge vieux et inéquien, ce qui représente une forêt comprenant plusieurs classes d'âge et de grandeur, ainsi que le type de couvert mixte environ à 3%. Donc, en ce qui concerne les perturbations, encore une fois, avec nos analyses géomatiques et les consultations avec les acteurs régionaux, on note le changement d'usage. Ensuite, les changements climatiques, en fait, il y a les ravageurs et les maladies là, qui peuvent atteindre les épinettes, les frênes et les hêtres. Et aussi, on indique que nos forêts sont vraiment plus jeunes. Donc, au niveau du schéma, on indique le règlement régional sur le contrôle du déboisement. Donc, en fait, il faut une prescription sylvicole et un certificat d'autorisation de la MRC pour l'abattage d'arbres. Et par contre, là, le déboisement n'est pas permis là, dans les zones où les superficies là, en milieu humide dénudées à moins de 30% là, de l'unité d'évaluation foncière. Donc maintenant, au niveau des friches, celles-ci représentent 3% du territoire. Elles sont d'une grande importance pour la biodiversité, le contrôle de l'érosion ainsi que la régulation du cycle hydrologique. Dans la MRC, par contre, il n'y a aucune réglementation en ce qui concerne les friches. Les perturbations qu'on note sont les changements d'usage au niveau de la foresterie, de l'agriculture et de l'urbanisation, ainsi que des modifications des structures anthropiques là, en ce qui concerne les bâtiments agricoles. Donc maintenant, vous voyez des images qui concernent les espèces exotiques envahissantes dans la MRC de Drummond. Ce sont des observations qui ont été rapportées au ministère. Donc, on peut s'attendre à ce que l'étendue des espèces exotiques envahissantes soit plus importante. Donc, sur la photo en haut à gauche, vous voyez la berge du Caucase. On en a recensé à Drummondville et à l'Avenir. Ensuite, en bas à gauche, nous avons l'image du nerf brun bourdenne qui serait présent à Wickham, Lefebvre et Saint-Germain-de-Grande-Terre, ainsi que la tange qu'on a vue à Drummondville. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le contexte d'aménagement, je vais laisser la parole à ma collègue Anaïs Messier. Oui, bonjour tout le monde. Pour poursuivre avec le contexte d'aménagement, donc ce chapitre donne vraiment une idée des activités économiques les plus importantes et des activités de développement en cours et à venir. C'est vraiment une vue d'ensemble qu'on a avec ce chapitre-là. Et pourquoi, en fait, on doit considérer ces éléments dans le plan régional? C'est parce qu'en ayant en tête et en essayant de localiser toutes ces activités, on peut tenter de mieux planifier l'aménagement pour le futur.
Le but étant, comme il a été mentionné plus tôt, toujours de concilier les objectifs du développement et de la conservation des milieux naturels. Premier élément à considérer, la démographie. La MRC de Drummond compte 107 010 habitants en date de 2020, ce qui en fait la MRC la plus populeuse du centre du Québec, donc 42 % de la population de la région. La population a été à la hausse dans les dernières années. Elle est également vieillissante. Par contre, ça, c'est une tendance qui s'observe pas seulement à l'échelle de la MRC, mais aussi à l'échelle de la région et même de la province. Le fait que la population soit vieillissante peut donner un indice que la demande en logement pourrait être modifiée là, selon cette tendance-là dans les prochaines années, les prochaines décennies. Pour ce qui est de l'économie, donc le secteur secondaire, qui est le secteur manufacturier en fait, et le secteur des services, occupent une place majeure, surtout à Drummondville, Drummondville étant la ville-centre de la MRC. Par contre, le territoire des plus petites municipalités est occupé en très forte proportion par le milieu agricole. Donc, on peut quand même dire que les activités agricoles sont au cœur de l'économie de la MRC. Et puis, en fait, ce sont les productions animales qui génèrent le plus de revenus, avec en tête le secteur des volailles et le secteur laitier. Et les cultures qui occupent les plus grandes superficies sont les cultures de foin, de soya et de maïs-grain. En ce qui concerne les activités de foresterie et d'acériculture, elles sont présentes sur le territoire, mais la MRC de Drummond ne se distingue pas à ce sujet, surtout comparativement aux MRC voisines d'Arthabasca et de l'Érable, par exemple. La culture de la canneberge, maintenant, c'est une culture donc assez typique de notre région. Elle est également représentée sur le territoire de la MRC de Drummond. C'est la 4e MRC au centre du Québec en termes de superficie consacrée à la culture de la canneberge. Maintenant, on a considéré également dans le contexte d'aménagement une vision assez résumée là, des perspectives de développement. Pour ce qui est du secteur industriel, c'est un secteur très important, comme je l'ai mentionné, surtout à Drummondville, mais il est mentionné au schéma d'aménagement et de développement qu'il y a un manque d'espace qui pourrait survenir dans les prochaines années dans les principaux parcs industriels de la MRC qui sont actuellement en place. Pour ce qui est du réseau routier, la pression est actuellement assez importante et la pression est croissante en fait. Pour ce qui est du réseau routier, particulièrement dans l'agglomération urbaine qui est composée des villes de Drummondville et également de Saint-Germain-de-Gramtam et de Saint-Cyril-de-Wendover. Pour ce qui est de la canneberge, en effet, la croissance pourrait se poursuivre étant donné que les conditions actuelles, le contexte actuel est favorable à une croissance de cette production dans la région. Et si on termine avec les perspectives de développement, avec le développement résidentiel à venir, en fait, pour considérer les possibilités de développement résidentiel, on a utilisé les chiffres qui sont compilés par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ. Et bien sûr, il faut garder en tête que ce sont des projections pour les prochaines années. Donc, bien sûr, ces chiffres peuvent différer de la réalité pour toutes sortes de raisons et de contextes qu'il n'est pas possible de prévoir. Par contre, c'est vraiment une base pour la planification qui est largement utilisée. Et puis, à quoi ça sert d'analyser les perspectives de développement résidentiel, en fait, les perspectives d'accroissement du nombre de ménages. En fait, c'est que les secteurs où il est le plus probable qu'il y ait une demande pour le développement résidentiel, donc ce sont les secteurs où il pourrait y avoir plus de travail à faire pour concilier les usages, concilier encore une fois les objectifs de développement et de conservation. Et en ce qui concerne les projections de l'évolution du nombre de ménages par municipalité, elles sont faites sur la période 2016-2036, donc une période de 20 ans. Et comme je le disais tantôt, comme je l'ai mentionné là, en traitant du réseau routier, le développement résidentiel pourrait être concentré à Drummondville, Saint-Germain-de-Gramtam et Saint-Cyril-de-Wendover, qui constituent l'agglomération urbaine.
Maintenant, un petit mot sur l'occupation du sol dans les affectations, dans les aires d'affectation. D'abord, une définition de ce qu'est une affectation. C'est une vocation, une fonction qui est attribuée par la MRC dans son schéma d'aménagement, qui est attribuée à une partie du territoire. Donc, tout le territoire est découpé en différentes affectations. On peut voir sur le graphique que la majorité des milieux naturels, en particulier les forêts et les milieux humides qui sont représentés, se retrouvent en affectation agricole viable et agricole dynamique. Ce sont évidemment, là, comme je le mentionnais tantôt, les affectations qui occupent la majorité du territoire de la MRC de Drummond. On peut poursuivre avec une idée du genre de données qui est considérée également dans le contexte de l'aménagement de la MRC de Drummond. On voit à l'écran, là, je suis consciente que c'est assez petit, mais on peut voir dans le périmètre urbain en rouge de la ville de Drummondville, on peut voir des petits carrés verts. Ceux-ci représentent les zones avec potentiel de développement qui sont définies par la municipalité. On en voit également dans quelques autres municipalités alentours. Les zones avec potentiel de développement, ça ne veut pas dire que le développement serait nécessairement totalement circonscrit dans ces zones, mais à tout le moins, on peut prendre pour acquis que c'est là qu'il devrait se faire en priorité. Donc, et un autre élément qui a été considéré, ce sont les terrains définis comme vacants selon les évaluations. Ces deux éléments-là peuvent servir, en fait, représentent un premier pas pour l'analyse des opportunités et des défis qui pourraient se poser pour la conservation des milieux naturels, en particulier dans les zones urbaines, puisqu'on a pu évaluer la proportion de milieux naturels qui se retrouvent dans ces endroits-là. Et donc, pour donner un exemple, là, dans les zones avec potentiel de développement de la MRC, là, toutes les municipalités confondues, donc il y en aurait 70% de ces zones-là qui seraient actuellement occupées par des milieux boisés, 12% par des milieux humides, 7% par des friches, et on y retrouverait environ 21 km de cours d'eau, de milieux hydriques. Ensuite, un petit mot sur les outils de planification. Donc, il est aussi important de considérer les outils de planification qui sont déjà en place, qui sont déjà mis en œuvre. Par exemple, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, qui inclut, entre autres, deux objectifs qui ont un lien très direct avec la conservation des milieux naturels. Un objectif qui concerne l'implantation de pratiques agro-environnementales et un autre qui concerne la saine gestion de l'eau. Dans la planification stratégique de la MRC de Drummond, il y a deux objectifs également qui concernent plus directement la conservation des milieux naturels. Premièrement, faire progresser les actions et projets des planifications déjà en place de la MRC, entre autres les orientations du schéma d'aménagement. Et puis, à ce titre, il y a deux orientations en particulier dans le schéma d'aménagement, encore une fois, qui ont un lien avec la conservation, soit une orientation, la numéro 3, qui se lit comme suit, donc protéger, réhabiliter et mettre en valeur les territoires d'intérêt. Également, une orientation qui concerne la sécurité des personnes et des biens dans les zones de contraintes naturelles ou anthropiques. Donc, par zone de contrainte, on entend entre autres les zones d'inondation et de glissement de terrain. Et donc, on peut, en regardant là, ces planifications-là, voir qu'il y a déjà des visions, oui, des orientations, des objectifs qui sont liés, en fait, qui influencent directement la conservation des milieux naturels sur le territoire. On va poursuivre avec une petite parenthèse sur les changements climatiques. En fait, le concept de changement climatique doit obligatoirement être intégré au plan régional de la MRC. Donc, rapidement, là, on peut voir un bref aperçu des aléas qui sont prévus pour l'horizon 2041-2070, qui sont par ailleurs déjà observables, mais qui devraient aller en s'aggravant, si on peut dire. Pour l'hiver et le printemps, des températures un peu plus élevées que ce qu'on connaît actuellement, des épisodes de froid extrême plus fréquents, une modification du cycle de gel-dégel, donc
le cycle de gel-dégel pourrait se produire à de plus nombreuses reprises durant ces 2 saisons-là. Une augmentation des précipitations, par contre, il y aurait moins de neige et plus de précipitations sous forme de pluie en hiver et au printemps. En ce qui concerne l'été et l'automne, donc même chose, on pourrait s'attendre à une augmentation des températures, à une diminution des précipitations, donc possiblement plus d'épisodes de sécheresse, plus de jours de canicule. En ce qui concerne le régime hydrologique, la pluie serait moins fréquente, mais lorsqu'il y aurait des épisodes de pluie, ceux-ci seraient beaucoup plus intenses, donc des plus gros coups d'eau à prévoir. Et puis, tous ces changements-là dans le climat auront, bien sûr, et ont déjà d'ailleurs des conséquences sur notre vie, sur notre qualité de vie. Sur le monde de la sériculture, on peut s'attendre là, à des conséquences, entre autres à cause de la diminution du couvert de neige qui pourrait affecter la productivité acéricole. Des conséquences projetées également sur l'agriculture et le tourisme, qui sont, comme je l'ai mentionné tantôt, en particulier l'agriculture, des moteurs économiques très importants pour la région. On peut s'attendre aussi à une dispersion plus importante des espèces exotiques envahissantes, entre autres celles qui ont un lien direct avec la santé humaine. On entend par là, entre autres, la tique, qui est porteuse de la maladie de Lyme, de laquelle on entend de plus en plus parler, ainsi que la berce du Caucase, qui est une plante qui va rendre la peau plus vulnérable aux rayons UV et donc qui est assez préoccupante pour la santé humaine. Ensuite, les îlots de chaleur sont également appelés à augmenter, surtout en fait dans les zones urbaines, donc avec plus de jours de canicule. Évidemment, là, la température ressentie dans les îlots de chaleur ne fera qu'augmenter. Et puis, cela pourrait évidemment causer davantage d'hospitalisation et des risques plus élevés, entre autres pour la population qui est plus vulnérable. Ensuite, pour ce qui est du régime hydrologique, avec tous les changements, les épisodes de pluie plus intenses, un cycle de gel-dégel différent de celui qu'on connaît actuellement. Donc, probablement une crue printanière plus hâtive, des inondations accrues, une surcharge des réseaux d'égouts, des risques de glissement de terrain plus élevés et des étiages plus fréquents. Finalement, je crois que ça faisait le tour. Il y a un dernier élément qui concerne en fait les conséquences sur les milieux naturels. Les arbres, les peuplements forestiers sont vulnérables au stress climatique. On peut considérer en particulier la sécheresse qui cause une défoliation et peut éventuellement causer une mortalité chez certains peuplements forestiers. Des friches qui, avec la sécheresse, seraient plus sujettes au feu, avec tout ce qui pourrait en découler là, sur la sécurité publique. Une disponibilité, une qualité des habitats pour la faune et la flore qui serait diminuée. Et également une plus grande dispersion et probablement l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc, toutes ces conséquences-là, évidemment, ont des impacts là, sur notre santé, notre qualité de vie, la santé et la sécurité publique. Le lien entre toutes ces projections dont je vous parle avec les milieux naturels et les plans régionaux sont multiples. Les changements climatiques vont être intégrés aux plans qui vont être déposés, entre autres parce que les fonctions des milieux naturels utiles à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique vont être prises en compte. En effet, on retire de nombreux bénéfices de la présence des milieux naturels dans notre environnement. Les fonctions que j'évoque, on peut penser par exemple à la séquestration du carbone par certains écosystèmes, qui est une fonction majeure, vous le devinez, là, pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On peut penser à la fonction de rétention des eaux par certains écosystèmes également. Donc, il y a un lien évident là, entre cette fonction et la diminution des inondations. Un troisième exemple, je viens de mentionner le phénomène d'îlot de chaleur qui va probablement aller en s'empirant avec les changements climatiques. Donc, on peut penser aux arbres, aux milieux naturels qui contribuent à rafraîchir notre environnement, contribuent à rafraîchir l'air, à améliorer la qualité de l'air. Donc, c'est évidemment très important là, de favoriser la présence de ces milieux naturels
en particulier dans ce cas-ci dans les zones urbaines. Et puis, c'était simplement, cette diapositive-là servait simplement à vous mentionner qu'on retire des bénéfices importants pour notre qualité de vie de la présence des milieux naturels dans notre environnement. Et plus les milieux naturels vont être en santé, plus ils vont être connectés les uns aux autres, donc plus les bénéfices qu'on va en retirer vont être importants. Et puis, je vais finir la présentation en vous mentionnant qu'il y a déjà des sites d'intérêt sur le territoire de la MRC de Drummond qui sont accessibles à la population, qui sont un accès privilégié au milieu naturel, à la nature. On voit donc la promenade rivière sur la photo à Drummondville, la réserve naturelle du Boisé de la Marconi, le parc régional de la forêt Drummond, qui est en partie à Drummondville, en particulier à Saint-Majorique de Grantham. On peut compter les nombreux parcs riverains, surtout à Drummondville, encore une fois. La plage publique de Drummondville, qui est aussi un accès privilégié pour les citoyens à la rivière Saint-François. Donc, voilà, c'était pour vous mentionner qu'on a déjà une belle offre sur le territoire pour l'accès aux milieux naturels. Et je vais conclure en vous mentionnant qu'on vous invite à nous partager vos commentaires sur la présentation d'aujourd'hui, sur le portrait de la MRC de Drummond, sur la démarche, sur le site web www.patrimoinenaturel.ca. Vous voyez présentement la plateforme à l'écran. En descendant vers le bas, vous avez tout d'abord l'option de vous inscrire au prochain webinaire du 15 mars 2021. Vous avez la possibilité de vous inscrire à l'infolettre du PRM-HHN pour recevoir des nouvelles une fois par mois sur l'avancement de la démarche et les étapes qui sont franchies. Et finalement, comme je vous disais, vous avez accès au portrait, donc les documents là, dont on vient de vous détailler le contenu. Vous allez pouvoir les consulter facilement en allant sur le site web d'ici la fin de la journée. Et finalement, vous pouvez remplir le formulaire pour nous laisser vos commentaires. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Marie-Claude Lavigne pour animer la période de questions. Donc, merci beaucoup, Anaïs. C'était la présentation du portrait de la MRC de Drummond dans le cadre de l'élaboration de son plan régional des milieux humides, hydriques et naturels.